c'est un bon titre putaclic. Plus 13% sur un trade en février. Donc déjà, petit disclaimer, si tu es venu sur cette vidéo parce que tu veux que je te dise que j'ai fait plus de 20 000 $ sur ce trade-là uniquement, si tu veux que je t'en mette plein la tête, ça sera pas le cas, d'accord? De toute façon, je pourrais te dire que j'ai fait 100 000 $ sur ce trade-là, tu pourras pas le vérifier, qu'on soit d'accord, ok? Je pourrais te mentir de A à Z, mais c'est pas le but. Mais si tu veux que je te montre tout le processus qui m'a permis d'en arriver à ce trade-là. Donc, mon analyse fondamentale, mon analyse technique, mon management. Donc, en fait, tout ce qui m'a permis de générer plus 13% sur ce trade-là. La vidéo est faite pour toi. J'ai pas mal hésité et j'hésite toujours avant de vous partager ce trade-là, surtout en fait toute la partie analyse fondamentale, car ça représente énormément de valeur. C'est limite trop à partager sur YouTube. Limite, j'ai envie de vous le faire payer. S'il y avait un moyen de le faire payer sur YouTube, je le ferais. Car normalement, tout ce processus de trade, ça reste sur mon groupe privé. D'ailleurs, il y a le lien en description si tu vas aller checker, c'est gratuit. Du coup, pour pas me faire regretter de vous partager toute cette valeur, et si vous voulez me montrer un petit peu de gratitude par rapport à ça, je vous conseille juste d'aller mettre un like, abonnez-vous, surtout si vous voulez que je refasse ce type de vidéo où je montre tout mon processus de A à Z pour prendre un trade qui, dans ce cas-là, m'a généré plus de 13%. Et comme tu sais, tous les mois, je te partage mes performances de trading. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous partager mes performances de février, mais aussi janvier, car je n'ai pas fait de vidéo pour janvier. Donc on va se rattraper et on va le faire tout de suite. C'est parti pour l'analyse complète de mon trade sur AUD-GPY. Je vous le mets juste ici à l'écran pour que vous puissiez le voir. Et maintenant, on va partir directement sur l'analyse fondamentale si vous voulez comprendre pourquoi j'ai pris ce trade. Car oui, mes trades ne sont pas basés sur le price action. Je prends la décision de prendre un trade avant même d'aller sur les graphiques, d'accord? Donc déjà, on était sur AUD-GPY. Pourquoi j'ai choisi de trader AUD-GPY? Du coup, on va commencer par analyser l'AUD et après, on va passer au GPY, ok? Pour cette première vidéo où je vous explique l'analyse fondamentale, on va rester sur les grandes lignes des raisons pour lesquelles j'ai pris ce trade. Parce que sinon, il va falloir commencer à lire des rapports fondamentaux, que je vous montre énormément de graphiques, énormément de choses différentes, et cette vidéo durerait 1 heure. Donc c'est pas le but. Mais le but, c'est que vous compreniez quel mécanisme je me suis servi pour créer mon analyse fondamentale et mon biais haussier ou baissier sur cette paire-là. Et après, on ira voir le price action qui m'a permis de trouver une entrée et une sortie sur ce trade. La première chose à regarder quand on fait de l'analyse fondamentale, c'est le contexte. Le contexte qui était le risque du sentiment, d'accord? Le risque du sentiment, on peut l'avoir grâce au VIX. Je vais vous montrer un graphique juste ici pour voir où se situait le VIX. On voyait bien que le VIX était en explosion à la hausse sur la semaine où j'ai tradé AUD-GPY. Si vous ne savez pas ce que c'est le VIX, c'est tout simplement l'évolution de la volatilité sur le marché. Plus de volatilité sur le marché, ça veut dire plus de risques pour les investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs vont retirer leurs fonds de monnaie risk-on, d'accord, pour les mettre sur des monnaies risk-off. Donc ça, c'était la première chose à avoir en tête lorsque j'ai analysé AUD-GPY. Et c'est une des plus grosses raisons pour laquelle j'ai pris ce trade. Parce que du coup, tous les investisseurs qui avaient leur argent sur des monnaies risk-on allaient le passer sur des monnaies risk-off. Les monnaies risk-on, c'est comme l'AUD, le NZD, le dollar canadien, le pound, l'euro, toutes ces monnaies. Monnaie risk-off, c'est le CHF et le yen. Le dollar aussi peut y être parce qu'il peut jouer un peu dans les deux cases en fonction du contexte économique. Okay, ça, c'était la première chose à avoir en tête lorsque j'ai fait mon analyse fondamentale. Donc, on était sur un switch d'une semaine passée, on était sur du risk-on à une semaine risk-off. C'est pour ça que j'ai voulu regarder un trade potentiellement qui allait se renverser ou alors suivre une tendance qui avait déjà commencé, mais on va voir ça par la suite avec le price action, je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner deux raisons pour lesquelles je voulais vendre de l'AUD. La première raison pour laquelle je voulais vendre de l'AUD, c'est le cut qu'ils ont fait par rapport au taux d'intérêt. La RBA a cut de 25 basis points ses taux d'intérêt. Ils sont passés de 4,35 à 4,10, comme je vous le mets juste ici. Et c'était le premier cut depuis qu'il y avait eu toute la phase d'augmentation des taux d'intérêt. C'était le premier cut que la RBA faisait. Donc, ça m'a donné un premier indice pour vendre de l'AUD. Bien sûr, ce cut-là avait été fait la semaine d'avant, le 18, le mardi 18. Et moi, je suis rentré sur mon trade le lundi 24 février. D'accord? Donc, quelques jours après. Mais le switch avait déjà commencé à être fait. Donc, c'est une partie de la raison pour laquelle j'ai voulu vendre de l'AUD. La deuxième raison, c'est le ralentissement de l'économie en Australie. Tout simplement, la RBA a eu beaucoup de mal à contrôler l'inflation et elle ne savait pas trop quoi faire avec ses taux d'intérêt, etc. Et en plus, le fait d'avoir baissé ses taux d'intérêt, etc., n'a pas vraiment eu un impact et n'a pas vraiment reboosté l'économie comme ce qu'elle l'attendait. Par exemple, un indicateur qu'on peut regarder, c'est les wedges qui sont passés de 4,2% à 3,2%. Donc il y a eu pas mal d'indicateurs comme ça. On ne va pas rentrer dans les détails dans tous les indicateurs qu'il y a, mais en tout cas, il faut comprendre que l'économie australienne ne va pas super bien et la RBA ne sait pas vraiment quoi faire pour booster son économie, qu'elle essaie de garder des taux, ça marche pas, qu'elle baisse les taux, ça marche pas non plus. Donc on avait vraiment un AUD assez faible sur ce côté-là. Et en plus, si on rajoute un sentiment du marché qui est risk-off, c'était vraiment pas bon pour l'AUD pour la semaine où j'ai pris le trade. Deuxièmement, si on regarde du côté du yen, donc du Japon avec la BOJ. Comme vous le savez sûrement, si vous regardez de près les banques centrales, etc., la BOJ est dans une phase où ils augmentent leur taux d'intérêt. Donc déjà, premier point qu'on peut noter, la différence entre l'AUD et le GPY, c'est qu'on a une divergence dans les politiques monétaires des deux banques centrales. Le yen avec la BOJ qui veulent monter les taux d'intérêt et la RBA qui viennent de baisser leurs taux d'intérêt. Donc vraiment une belle divergence entre ces deux banques centrales. Donc ça me donnait un indice supplémentaire pour mon trade.
Deuxième data super importante par rapport au yen, c'est l'inflation qui monte énormément. D'accord? Une inflation qui monte, ça va vouloir dire que la banque centrale va devoir réintervenir et re-augmenter encore ses taux d'intérêt. Donc ça va vraiment poursuivre l'effort qu'ils ont commencé à faire et donc pour resserrer les taux d'intérêt et qui continuent à monter. Donc on est vraiment sur une tendance très haussière sur les taux d'intérêt par rapport au Japon, contrairement à l'AUD qui ont réussi à maintenir leur inflation un peu plus basse et ils ont une assez bonne data par contre sur l'inflation, donc ils ont plus de place pour baisser les taux d'intérêt. Mais ce qui est bien avec le Japon, c'est l'économie. Malgré une forte inflation et des taux d'intérêt qui montent, l'économie reste très très forte. Tout ce qui est data économique, donc tout ce qui est wages, earnings, toutes ces choses-là, en fait, unemployment rate, toutes ces choses-là sont vraiment très très solides au Japon. Donc ce qui donne une économie très robuste malgré l'inflation et la montée des taux. Alors que normalement, quand on a une montée des taux d'intérêt, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ça devient compliqué pour la population d'avoir des prêts, pas mal de choses. Donc souvent, ça ralentit l'économie. Alors que là, on n'a pas vu de signe de ralentissement au Japon. Donc très bon point pour le Japon qui devrait, du coup, avec cette analyse-là, redonner de la valeur encore en plus au yen. Maintenant qu'on avait vu vraiment la différence entre l'AUD et le yen et qu'on a vu que le yen devait, par rapport à leur data économique et les banques centrales devaient plutôt monter et l'AUD plutôt baisser, d'accord? Parce qu'on a une politique monétaire dovish, donc baissière, comme l'AUD, le prix de l'AUD, donc le dollar australien, va avoir tendance à baisser. Et quand on a une tendance monétaire plutôt hawkish, comme sur le yen, le prix va fortement monter. Troisième chose, je veux revenir par rapport au risque du sentiment, le risk-off. Pourquoi on a eu un changement risk-on jusqu'à risk-off? On l'a vu sur le VIX, on l'a aussi vu sur le S&P 500 qui a baissé. Quand le S&P 500 baisse, ça veut dire qu'on part sur du risk-off. Quand le S&P 500 monte, c'est que les investisseurs veulent prendre du risque, donc on est plutôt risk-on. Dans ce cas-là, on est passé risk-off. Pourquoi? Les deux principales raisons pour lesquelles on est passé d'une semaine risk-on à une semaine risk-off, c'est les tensions géopolitiques, avec tout ce qui est guerre, etc. Bon, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est redevenu d'actualité cette semaine. On en a reparlé. On a vu encore ce week-end Trump avec Zelensky, etc., avoir une petite confrontation. Donc dès que le marché va ouvrir lundi, on va voir déjà, je pense, quelques réactions et on va continuer sur une semaine risk-off. Mais on a tout ce qui est du coup géopolitique, ce que je viens de vous dire, mais on a aussi les affaires des trade policy. Il y a beaucoup de tensions avec ces trade policy. Trade policy, c'est les tarifs douaniers que Trump veut imposer aux autres pays, comme le Canada, le Mexique. Cette semaine, il a annoncé l'Europe. Donc toutes ces choses-là a vraiment fait bouger les marchés énormément ces dernières semaines et ça met beaucoup de tensions. Et donc les investisseurs ne savent pas vraiment où investir. Donc quand les investisseurs ne savent pas où investir, ou alors veulent protéger leur capital parce qu'ils ne veulent pas l'investir quelque part et là Trump fait une annonce et du coup leur investissement perd 2% ou je ne sais pas quoi, je dis des chiffres au hasard, d'accord, mais du coup ils vont vouloir aller sur des assets safe haven, comme je viens de vous dire, qui vont prendre de la valeur pendant des temps de forte volatilité. Donc toutes ces tensions qu'il y avait au niveau géopolitique et des tarifs ont juste amené un gros flot d'argent et une grosse demande sur les monnaies risk-off comme sont le CHF et le yen, d'accord. Donc ça c'est vraiment les grosses lignes. Là, je viens déjà de vous donner toutes les grandes lignes de la raison pour laquelle je voulais vendre de l'AUD et acheter du yen. D'accord? Une grosse partie de mon analyse que malheureusement je ne peux pas vous partager aujourd'hui, sinon ça prendrait beaucoup de temps, c'est des choses que je partage dans mon groupe privé, c'est tout ce qui est en rapport avec les banques. Donc tout ce qui est COT, donc c'est les positionnements des banques sur les monnaies. C'est pas du ICT ou quoi que ce soit, là c'est vraiment leur vrai positioning, d'accord? Je connais comment se positionnent les banques par rapport au forex, au currency, etc. Donc comme j'ai accès à ça, je peux analyser leur positionnement et m'adapter et trader avec eux. Je suis pas là en train de faire de l'ICT, essayer de chercher où est-ce que les banques injectent de l'argent, quoi que ce soit. Non, non, j'ai les datas, je sais exactement où est-ce qu'ils injectent de l'argent. Il n'y a pas besoin de SMC, ICT, de choses comme ça, je ne sais quoi. Du coup, revenons à ce que je disais, j'analyse beaucoup ce que font les banques. Donc tout ce qui est COT, donc comme je viens de vous dire, le positionnement et leur trade sur les marchés. Deuxièmement, j'analyse tous les rapports de banque. J'ai accès à pas mal de rapports de banque grâce à Prime Market Terminal, qui est un outil vraiment incroyable. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué à avoir accès aux rapports de banque, je ne vais pas vous le cacher. Donc c'est un très bon investissement si vous cherchez à investir dans quelque chose. Troisièmement, j'utilise aussi, quand j'analyse les banques, j'analyse tout ce qui est open interest. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, ça devient trop compliqué pour cette vidéo-là. On en reparlera peut-être une autre fois si ça vous intéresse. Mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse, d'accord? Et après, j'analyse tout ce qui est DXM, donc le positionnement des retail. Et on avait un très gros positionnement des retail sur cette paire AUD-GPY à l'achat. Donc moi, quand je vois que les retail sont positionnés à l'achat et que moi, je veux vendre personnellement AUD-GPY, je suis heureux, d'accord? Parce que comme vous savez bien, 95% des retail perdent de l'argent. Et franchement, c'est incroyable quand vous commencez à analyser le positionnement des retail sur le marché. À chaque fois que le marché se retourne, par exemple, si le marché commence à partir à la baisse, les retail commencent à acheter. Si le marché commence à partir à la hausse, les retail commencent à vendre. Les retail, comme peut-être toi, je suis désolé de te le dire, mais se trompent à chaque fois quand ils rentrent dans un trade. Et avec une précision, ils ont un timing pour saisir le moment où le marché va partir dans l'autre sens qu'ils ont décidé, qui est vraiment incroyable. Franchement, je vous conseille d'aller regarder le positionnement des retail sur le marché. C'est vraiment incroyable. La décorrélation, en fait, avec la bonne direction du marché, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, pour revenir à mon trade, les retail commençaient à acheter massivement de l'AUD GPY au moment où moi, je voulais le vendre.
Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait une confirmation en plus, une confluence en plus. Et bien sûr, après, il y a tout ce qui est saisonnalité, corrélation, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Après, c'est vraiment ma stratégie de trading, même si je vous donne déjà beaucoup de choses sur YouTube et j'essaie de vous en donner le maximum. Et je pense que de toute façon, je vais tout vous donner sur YouTube. Il faut que je garde quelques trucs sous ma botte pour vous faire d'autres vidéos plus tard. Je ne peux pas tout vous donner sur une seule vidéo, d'accord? Sinon, je vais faire des vidéos sur quoi? Mais bon, retournons sur notre trade. Tout ce que je viens de vous énumérer là, ça m'a donné mon rapport fondamental et mes raisons pour lesquelles je voulais vendre AUD GPY. Maintenant qu'on a ça, je vous propose qu'on passe directement sur mon graphique. Je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer la position, comment elle s'est déroulée, où est-ce que j'ai voulu rentrer. Je vais vous montrer que j'avais voulu rentrer à un point que j'ai pas pu, comment j'ai réussi à l'exécuter après, comment j'ai réussi à mettre un add-in après sur ce trade-là, parce que c'est vraiment grâce à l'add-in que j'ai mis sur ce trade-là que j'ai fait 13% sur ce trade. Donc en vrai, il y a 2 trades, mais c'est le même setup, c'est pour ça que je l'ai compté comme un trade que j'ai dit j'ai fait en un trade 13%. C'est parti, on passe directement sur mon ordinateur, sur les graphiques et on va analyser le trade de fond en comble. Toute l'analyse technique maintenant et le management du trade. Du coup, on est bien sûr AUD-GPY. Et si on regarde, là, on est en 4 heures, d'accord? Donc en 4 heures, on avait une belle tendance baissière, ok? Je vais vous afficher mon trade juste après. Je veux juste vous montrer le contexte un petit peu dans lequel j'étais quand je suis rentré dans mon trade. Du coup, on avait cette belle tendance juste ici. On avait une impulsion ici avec comme un triangle juste ici qu'on avait cassé. Et moi, en fait, j'ai voulu rentrer juste ici. Malheureusement, comme je l'ai marqué ici, c'était le vendredi. Et le vendredi, je ne prends jamais de trade. C'est dans mes règles, dans ma stratégie de trading, je ne prends jamais de trade le vendredi. Donc, je ne suis pas rentré. Malheureusement, ça aurait pu être une très très belle entrée juste ici pour shorter. Du coup, j'ai dû attendre. Et le lundi, j'ai trouvé une nouvelle opportunité. Gardez bien en tête, en higher time frame, une tendance baissière qui avait commencé sur plusieurs jours. Donc maintenant, si on zoome un peu, on va passer en 1 heure. C'est une stratégie price action très très simple, d'accord? Les gens qui essaient de vous dire que leur stratégie price action, etc., elle est super compliquée, ils ont des trucs de fou et tout, c'est pas bon. Il faut que votre stratégie d'analyse technique, elle soit hyper simple. Vous allez voir, toutes les notions d'analyse technique sont les plus simples possibles. D'accord? Mes graphiques, j'essaie de les garder les plus simples. Du coup, si on regarde en 1 heure ce qu'on avait. Alors, en fait, du coup, moi, comme je viens de vous dire, je voulais rentrer ici. Mais j'ai pas pu. Du coup, après, on a eu une impulsion baissière tout le vendredi, d'accord? Et là, on arrive au lundi. Le lundi, le trade, il était par là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette belle résistance qui avait une fois, 2 fois, 3 fois, et ici qui avait servi comme support une fois, 2 fois et encore 3 fois. Donc, je me suis dit, ici, c'est un prix qui est assez intéressant. D'accord? Si on zoome encore un petit peu en 30 minutes, vous voyez que mon trade apparaît. D'accord? Ça, c'est mon trade. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les raisons pourquoi, les confirmations que j'ai utilisées pour décider de rentrer à ce prix-là. Donc, le premier trade, il est juste ici. Comme je vous ai dit, j'ai pris un add-in qui est juste en bas. Donc, comme je vous ai dit, on avait une impulsion baissière juste ici. On avait une correction qui était revenue sur la résistance support que j'ai dessinée. D'accord? On avait la correction qui était supportée par une trend line. D'accord? Et en plus, la correction était revenue sur les 50% de Fibonacci. À ce moment-là, j'avais toutes mes confirmations pour entrer dans le trade. J'ai attendu le break de ce pattern, de cette correction. D'accord? Donc, il y a eu un break qui est revenu ici sur l'ancien plus bas. Et le prix est venu retester la trendline. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le trade. Je suis rentré dans le trade à ce moment-là, d'accord, avec 1% de risque. J'ai mis mon SL juste au-dessus de la résistance parce que j'ai placé mon SL à un endroit où si le prix atteint mon SL, je veux être sorti parce que mon setup, ma vision sur ce trade-là, sur mon entrée, est fausse. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss juste au-dessus, ici, des anciens, juste au-dessus de la résistance, pardon. Je suis rentré dans le trade s'est déroulé, il est parti dans mon sens, il est revenu retester cette résistance-là, et après, il l'a cassé. Il a cassé, on a eu une belle impulsion baissière, d'accord? Maintenant, si on zoome un tout petit peu, on voit que le prix est revenu après cette impulsion baissière-là, recorrigé. Donc, il a fait une correction, d'accord? Et il est revenu retester la résistance qui était juste ici, est maintenant devenue support à de multiples reprises. Comme vous voyez, beaucoup de mèches ont été touchées. Il y a eu une mèche là, une mèche là, une mèche là, une mèche là. Et j'ai décidé, quand j'ai vu toutes ces petites mèches et le prix un peu en range juste ici, je me suis dit c'est intéressant parce que de base, je ne voulais pas ajouter de add-in. Donc j'ai refait tout mon process, etc., de filtre, en fait tout mon process de proposition de trade. J'ai énormément de process pour justement être sûr de mes trades et les filtrer au maximum. Comme vous allez voir juste après, j'ai pris très peu de trades en janvier, très peu de trades en février, et c'est la raison pour laquelle mes trades sont de si bonne qualité en fait. Parce que j'ai un process qui est assez long pour m'assurer d'avoir des trades 5 sur 5, vraiment des petites pépites. C'est vraiment, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique ma stratégie. C'est vraiment que la stratégie price action. C'est une partie de la stratégie, d'accord? Il y a énormément de composants à ma stratégie. Mais elle reste simple et processisée pour qu'il n'y ait aucune question psychologique ou émotionnelle qui rentre en jeu dans mes prises de décision. Donc, juste ici, je me suis dit, intéressant, je vais re-rentrer sur le trade, je vais ajouter un add-in, on a encore une fois une résistance. Vous voyez bien que si on dézoome un petit peu, le prix forme impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et je me suis dit, et bah là, ça va faire exactement la même chose. J'avais mes confirmations, j'avais mon process qui était en place, tout était bien carré. Donc, le trade était à peu près ici. J'ai placé un sell limit au niveau de la résistance en espérant que ça se déclenche. Il s'est déclenché.
Il est parti un tout petit peu contre moi dès que je suis rentré dans le trade, mais il a très bien respecté la résistance, donc aucun problème. En plus, la correction, oui, la raison pour laquelle j'avais rajouté sur la ligne, c'est que la correction était revenue sur les 61,80 de Fibonacci, qui est mon niveau favori sur Fibonacci. Encore en plus, on avait la résistance, il avait formé une correction, etc. Théorie de dos qui était valide avec la tendance baissière. Toutes ces choses-là confortaient mon idée pour reshorter le marché. Et bien sûr, quand je suis rentré ici, j'ai mis mon stop loss comme ce que j'ai fait juste ici, au-dessus de la résistance, d'accord? Et en même temps, j'ai baissé le stop loss de mon premier trade à ces niveaux-là aussi. Donc mes deux stop loss étaient là. Ça veut dire que même si je perdais 1% ici, je gagnais quand même, j'avais quand même sécurisé 1,63%. Ça veut dire que même si je perdais 1%, j'avais quand même gagné 1,63. Ça veut dire que j'étais quand même en profit de 0,63. Ça veut dire qu'en fait, ce add-in là que je rajoutais, il était gratuit. Il ne me coûtait rien. D'accord? Donc, super important, à chaque fois que j'ajoute un add-in, moi, je sais que l'add-in ne me coûte rien si il va au stop loss. Après, bon bah voilà, le trade est parti, hein. On a cassé la petite trendline juste ici, très belle impulsion baissière juste ici. On avait cassé la résistance que le prix avait commencé à former juste ici avec une résistance ici, support, 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 support avec pas mal de mèches. On a cassé, on est revenu retester cette résistance. J'allais pas reprendre un add-in encore une fois, même si j'aurais encore pu franchement, mais bon, petite blague. Du coup, après, on est reparti à la baisse. Et une fois qu'on est arrivé vers ces endroits-là, j'ai décidé de baisser mon stop loss et mettre mes deux trades à peu près. Donc, celui-là, il était un tout petit peu en profit, on va dire BE. Et celui-ci, j'avais décidé de reprendre, d'augmenter mes profits, en fait, tout simplement, sur le trade. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé, ça a été sûrement ma plus grosse erreur sur ce trade-là, c'était mon management. Le trade, enfin, le prix est arrivé très, très proche de mes TP. Si on regarde un tout petit peu, on était ici, à cet endroit-là, on avait quoi? On avait 5,26 de R en profit et on avait sur celui-ci 6 R de profit. Donc à peu près les deux ensemble, 11 R de profit. Et j'ai pas managé mon trade. J'ai pas fait un stop quiz. Un stop quiz, c'est quand on se rapproche très très près de notre TP. C'est à chaque moment où le prix baisse, on bouge notre stop loss et on le suit très très agressivement. Et je n'ai pas fait ça. J'ai laissé mon trade juste ici où j'ai sécurisé peut-être aller 2 R. Donc sur 11 R, j'avais sécurisé que 2 R, qui est une erreur monumentale en trading. D'accord? C'est vraiment la base du management. Enfin, c'est pas la base du management, mais c'est quand même super important. Et malheureusement, je ne sais pas franchement ce qui m'a pris. Je voulais juste TP, TP, TP. J'avais que ça en tête. Je ne sais pas pourquoi. Il était très beau. Franchement, sûrement une erreur, voilà, erreur de ma part. Donc franchement, parce que je pensais vraiment qu'il allait aller directement en TP. Je le voyais pas vraiment bouger. Et après, même quand il a commencé à remonter, je me suis dit, bon, là c'est bon, il va repartir. Il est pas reparti. Après, je me suis dit, bon, ok, il va refaire une petite correction avant de repartir. Il est venu jusqu'ici et il a pas TP. Je fais, c'est une blague. Et après, il est complètement reparti à la hausse. Et là, je me suis dit, putain, merde, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Mon stop loss était juste au-dessus. Il y avait encore la résistance. Ma vision fondamentale était toujours bonne. Ma vision par rapport à Trump aussi qui devait annoncer des tarifs, ça m'a conforté dans l'idée de garder le trade et ne pas bouger mon stop loss. Mais quand même, j'aurais dû faire beaucoup plus attention et prendre mes 11 R, 12 R. Ça aurait été très très bien. J'avais pas besoin de. Voilà, un R. C'est vraiment un truc d'égo, ça, de vouloir TP et aller chercher jusqu'au dernier pourcentage, dernier R. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette impulsion ici, elle a été due grâce à un speech de Trump qu'il a fait par rapport au trade, donc les tarifs que je viens de vous parler avant sur la partie fondamentale. Donc, c'est vraiment lui qui a poussé ce prix-là à la baisse juste ici. Et donc après, je me suis dit, ok, aucun problème, je sais que Trump va encore faire un speech. Normalement, j'avais une vision par rapport à ça. Et ça s'est passé, il a refait un speech et le prix s'est complètement effondré et est venu directement quasiment sur mon stop loss. Il a fait juste une petite pause juste ici pour remonter sur la résistance et il est reparti. Et donc là, j'avais aucun problème. Une fois que déjà le prix était revenu sur la résistance, enfin était parti juste ici, revenu sur la résistance, j'avais bougé mon stop loss juste ici. J'ai pas fait la même erreur que juste avant. Et après, le trade a vraiment TP directement juste après. Donc, tout s'est très bien passé finalement. Donc, c'est comme ça que j'ai pris mes 13% sur ce trade-là, AUDGPY. Donc, 5,82 sur le premier et 7,21 sur le deuxième. Franchement, très très belle performance. Je vais vous expliquer après sur février parce que ça, c'est pas des performances normales. D'accord? Moi, à l'année, j'essaie de viser 5% lissé par mois. Donc, juste prendre un trade où je gagne 13%, ça me donne tellement d'avance sur les prochains mois. Ça veut dire qu'en gros, pendant 2 mois, je peux être en perte, ou enfin, je peux être break-even, et je suis toujours on track pour faire mes performances de l'année. Donc franchement, avoir ça dès février, un mois comme ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et après, bon, le prix a continué un petit peu à descendre. Et après, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai juste bougé mon TP ici, je l'ai mis là, j'ai vu 13 R. Je fais, ah ouais, merde, pas mal, pas mal, pas mal. Mais bon, c'est comme ça. On a pris un très très beau trade. Donc ça, c'était l'analyse technique. Donc j'espère que vous avez aimé déjà cette analyse de trade en entier, donc le fondamental et l'analyse technique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à mon journal de trading, qu'on regarde mon mois de février et mon mois de janvier. Il y a très peu de trades, ça va aller très très vite. Je vais juste vous montrer mes performances, tout simplement, qu'on en parle un petit peu et pour être totalement transparent avec vous. Bien sûr, tout peut être fake. Faites très attention sur les réseaux, sur YouTube, etc. aux mecs
comme moi en fait, là sur ce coup-là, qui vous montre les performances, ses performances et qui a des belles performances comme là aujourd'hui 13%. Bon après vous pouvez directement aller dans mon groupe, checker, je l'avais mis, j'ai même dit avant de rajouter mon add-in, je lui ai dit: «Je suis en train de regarder pour un add-in à ce prix-là», j'ai tout mis dans le groupe, donc vous pouvez aller checker, vous pouvez tous les fact-checker, les membres de mon mentorship peuvent fact-checker aussi tous les trades que je prends, je leur envoie tout, donc voilà. Et j'ai aussi un petit truc qui est en préparation, c'est de faire checker tout mon journal de trading par une institution externe qui est spécialisée là-dedans en fait, à checker les journaux de trading d'institutions ou des personnes comme ça, ou même de traders retail qui veulent faire vérifier leur performance et avoir comme pas un diplôme, mais une certification que c'est pas du bullshit. Donc je suis en cours de faire ça, donc ça devrait bientôt arriver normalement. Et comme ça, tout le monde, je vais le mettre sûrement sur mon site Notion ou quelque chose comme ça, où tout le monde pourra aller checker tout ça. Du coup, si on part directement sur mon journal de trading personnel. Donc voilà, donc là on est sur mon journal de trading sur mon compte personnel, c'est mon gros compte en perso, c'est pas les comptes propres firmes, c'est pas le compte de mon hedge fund, etc. Parce qu'il y a plein de types de risques différents. Là, c'est mon plus gros compte, c'est celui où je trade le plus souvent, où je prends des trades, je prends tous mes trades quasiment là-dessus. Voici tous les trades que j'ai pris du 1er janvier à février. Donc tout mon année 2025 pour l'instant est ici. Si on regarde, la première chose qui va peut-être vous choquer, c'est mon nombre de trades. Il y a très très peu de trades. Il y en a 7, dont un add-in. Donc en vrai, 6 setups. Pourquoi 6 setups? Tout simplement, j'ai eu beaucoup d'opportunités en vrai en février, mais les conditions du marché n'étaient pas favorables à mon style de trading. Donc j'ai pris très peu de trades. Et comme vous savez, je suis très 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 sélectif grâce à mes process dans mes trades. Ok. Janvier, j'ai pris 3 trades. Alors du coup, premier trade, Euro NZD, BE, j'ai perdu, enfin quasiment BE, j'ai perdu que 0,2%. C'est avec les frais, etc., les conneries comme ça. J'ai perdu un tout petit peu plus que 0. Pas très grave, j'avais pris un swing reversal. Après, JBP NZD, tac, je crois que je l'avais partagé aussi, j'ai pris juste des profits. C'était plutôt en day trading intraday, celui-ci. Parce que du coup, quand le contexte comme ça, en janvier et en février, est un peu compliqué niveau fondamental, avec tout ce qui s'est passé, tarif de Trump, avec toutes ces choses-là, le plus simple pour moi, c'est de zoomer un petit peu et aller sur des time frames un tout petit peu plus petits que ce que je fais d'habitude en swing trading. Donc là, sur JBP NZD, j'ai pris 0,5%, rien de fou, franchement. Et par contre, Euro USD, ça, je vous l'ai déjà partagé dans mon dernier vlog, donc vous pouvez le checker juste ici. Je vous parle du trade, je vous l'ai expliqué en détail. Fun fact, je l'ai closé à l'ouverture le dimanche. J'étais en boîte à Caprice, ça a payé pour toutes les bouteilles, donc c'est cool. Voilà. Donc janvier, on fait 5,11%, un average en résultat 1,70. Tac tac, 1%, rien de spécial. Et ouais, voilà, le seul problème, c'est que JBP NZD, j'avais pris un setup vraiment 3 étoiles. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas pris de trade. J'ai eu très très peu d'opportunités. Il y a un moment, je sais pas pourquoi, je voulais prendre un trade. Voilà, j'ai pris un trade, pas de résultat incroyable. Voilà, rien de spécial. Maintenant, si on regarde février 2025, donc ce mois-ci, mon premier trade, c'était Euro GPY. BE, rien à dire là-dessus, 0,1. Franchement, j'ai été jusqu'à 1% de profit, mais il est revenu à BE. Et après, il est reparti et j'aurais gagné mes 3,5 R, mais j'étais dans une phase où je préférais privilégier, sécuriser mon capital, où je ne voulais pas risquer. Donc voilà. Eurocad, il est toujours en cours de position. C'est pour ça que je l'ai mis en loading, mais c'est que j'ai sécurisé déjà 0,92% sur le trade et c'est un ratio, s'il va jusqu'au bout, à 3,14. Pour l'instant, il est en correction, donc j'attends la prochaine impulsion si elle arrive. Donc ça pourrait me faire potentiellement rajouter 2% sur mon mois de février, qui serait vraiment une performance incroyable pour février. Mais du coup, après, comme on a vu, AUD, GPY, qui ont TP tous les deux avec 1% de risque chacun, 5,82, 7,17 R. Voilà. Et bon, le pourcentage avec le R target est un tout petit peu différent parce que vous savez, avec les lots, etc., c'est pas exactement à chaque fois au pourcentage près. Donc voilà, c'était tous mes trades de janvier et février. Franchement, vous voyez, il y en a très très peu. 3 setups en janvier, 3 setups en février, avec un petit add-in qui m'a vraiment. Franchement, ça m'a régalé. Et vous voyez, quand vous regardez mes trades, mon premier trade de février, c'était le 18. Une des raisons, c'est parce que j'ai eu beaucoup de travail à côté du trading, parce que comme vous savez, je ne fais pas que du travail, j'ai d'autres boîtes, j'ai d'autres choses à faire. J'ai par exemple mon Airbnb à gérer, bon, ça prend pas de temps à gérer, mais j'ai pas mal de trucs à côté à faire, donc c'était pas mon focus le trading sur ce début de mois de février, donc c'est pour ça il y a déjà pas eu de trade début février, et après voilà, et vous voyez que là j'ai pris 2 trades le même jour, parce que quand il y a des opportunités, j'ai eu 7 opportunités, et j'ai pris que 2 trades. Sur les 7 opportunités, il y en a 5 qui ont TP, mais j'en ai sélectionné que 2, d'accord? Parce que je sélectionne énormément mes trades, j'arrête pas de le répéter, mais c'est super important pour moi. Et du coup, mois de février, on a fait 14,06%. Je sais, j'ai mis une story où sur AUD GPY, j'ai dit que j'avais fait 14 R, 14%. En fait, je me suis bourré, je sais pas calculer. Voilà, je sais pas calculer. En fait, j'ai fait 13% sur AUD GPY en tout et j'ai fait 14% en tout sur février. Maintenant, si on regarde un peu le PNL sur cette année, du coup, très bonne année, d'accord? On a commencé assez doucement, mais bon, 5% sur le premier mois, c'est très très bon. C'est ce que je veux faire, donc en performance moyenne lissée sur l'année. Donc j'étais on track, j'étais OK, parfait. Et là, bah voilà, février, on est déjà à 19% grâce à février. Franchement, c'est incroyable. Ça me donne vraiment une marge de sécurité pour 2025. Mais si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous ai partagé les performances. J'ai
j'avais fait 20% en janvier et les 2 mois suivants, février et mars, j'avais eu un drawdown. Donc là, je vais essayer de faire très, très attention, au mois qui arrive, donc mars et le mois d'après, parce qu'avec une telle performance en février, j'ai pas du tout envie de redonner mes gains au marché. C'est pour ça que je ne vais pas augmenter mes tailles de position. Je vais rester sur un risque à 1%. Parce que l'année dernière, j'avais augmenté à 1,5, ce qui avait amplifié mon drawdown. Donc là, cette année, je vais faire très attention à ça et vraiment rester, même peut-être vraiment prendre encore très très peu de trades en mars. Je vais être encore plus sélectif, je pense, en mars sur mes trades. Si je prends que 2 trades ou 3 trades, et ben, ça sera très très bien pour moi. Du coup, après, si on regarde un peu le win rate, du coup, TP, on a 43%, donc 3 trades. En BE, on a 2%, 28, enfin 30%, je veux dire, de trades. Et après, loading, parce qu'il y en a toujours un en cours comme Eurocast, ce que je viens de vous dire. Et on a eu un petit profit. On n'a pas encore pris de perte. Franchement, c'est grâce à mes sélections. Très très beau hit rate sur ce win rate, pardon, sur ces 2 premiers mois. Après, en RR, ce que ça donne, c'est que, donc ça, c'est jour par jour à chaque fois que j'ai pris les trades. Donc là, 0%, 1%, 5%, 0%. C'est pas 7%, c'est les 1% plus les 5,80 de la UDGPY. Tout simplement, j'arrive pas à dissocier les deux. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'y connaît bien sur Notion, etc., qui peut me DM sur Insta. D'ailleurs, allez me suivre sur Insta, je poste des trades, je partage pas mal de valeur par rapport au trading et je vais même créer une story privée pour juste vous balancer tous les jours de la valeur sur le trading. Donc allez follow. Mon Insta, c'est NinoFXTrader, pareil que sur YouTube. Ça, c'est mon ratio short vs long. Ce qu'on peut remarquer, c'est que je prends énormément de short par rapport à des longues. Je ne sais pas pourquoi. Je vais analyser ça, je vous redirai. Et ça, c'est mes grade setup, donc ça, c'est mes notations de setup, ma répartition. Donc, majorité du temps, je prends dans les égalités entre des 4 étoiles et des 5 étoiles. Et j'ai pris un 3 étoiles que j'ai un peu foiré. Du coup, si on regarde un petit peu mon journal de l'année, on met this up year, tac. Et du coup, voilà, on a mon journal de l'année, parce que je vous ai déjà partagé mon année 2024. Du coup, là, je vous partage mes 3 premiers mois. Tac, bon, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de dire, hein, d'accord. Mais voilà, janvier, 5R, 5%, 66% de win rate, 3 trades en total, 1 BE et 2 profits. Je compte les trades BE comme des pertes, d'accord, parce qu'à chaque fois que je prends un trade et qu'il est en BE, je risque 1% de mon capital. Donc pour moi, le fait de ne pas gagner d'argent sur un trade que je prends, c'est une perte, d'accord, même si en théorie, c'est pas vraiment une perte. Février positif aussi, 14,06, incroyable, 14,06%, 75% de win rate, total de trade 4, 1 BE et 3 profits. Et puis mars, on est encore en cours. Je n'ai pas pris de trade pour l'instant en mars. Pour être honnête avec vous, là on est lundi 3 mars, il est 5h24 actuellement. Donc je suis un petit peu fatigué, ça se voit, je pense, sur ma tête. Mais voilà, donc une average win rate de 70% pour l'instant. Un pourcentage sur l'année, là, donc 2025 de 19,17, donc très très bien. Et un average de trade par mois de 3,5. Je pense qu'on peut conclure cette vidéo ici. J'espère que vous avez aimé mon analyse de trade sur AUDGPY. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez revoir des analyses de trade comme ça un petit peu plus poussées, même si vous voulez que je pousse un petit peu plus encore le fondamental. Allez-y, dites-le moi. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner si vous voulez revoir des vidéos de moi et que ce genre de vidéo vous a plu. Je ne fais pas que des vlogs, j'en fais de temps en temps, mais la majorité de mes vidéos, c'est quand même des vidéos de valeur où j'essaie de vous apprendre des choses comme celle-ci. Donc, likez, abonnez-vous, commentez, faites ce que vous voulez et allez sur mon Instagram, bien sûr, pour rester connecté avec moi et toute la valeur que j'ai envie de vous donner, tout simplement. Et voilà, je pense qu'on va finir la vidéo comme ça. Je ne sais pas trop comment la finir, mais c'était Nino. Et si j'ai pu vous aider de passer d'un trader retail à devenir un trader professionnel un tout petit peu aujourd'hui, et ben, ça a été un grand plaisir pour moi. J'espère que vous en avez retiré le maximum de valeur. Et je suis avec vous. C'était Nino. À plus.